Bienvenue dans Face à vos pensées, des épisodes où des invités viennent mettre en pratique des exercices d'esprit critique ludiques que vous pouvez reproduire vous aussi. Ces épisodes sont tournés pour la plupart dans des lieux de la vie quotidienne, dans un parc ou encore dans un café, parce que ces exercices sont une habitude à prendre au quotidien. Il s'agit de personnes avec des profils variés qui ont tout eu en commun d'avoir croisé mon chemin et accepté de jouer le jeu, de s'observer en train de penser et donc de prendre du recul par rapport à leurs croyances et opinions. Si vous souhaitez vous aussi participer à l'un de ces épisodes, faites-moi signe. Bonne écoute! Bonjour Billy, bienvenue. Bonsoir Maya. Je t'ai invité pour faire un petit exercice ensemble. Je sais pas encore ce que c'est. Je vais te proposer de travailler sur ce qui peut s'appeler de différentes manières l'échelle des preuves ou les niveaux de preuves. Donc c'est inspiré de la démarche scientifique, avec différents niveaux de preuves, différents niveaux de crédibilité, et on peut étendre ça à toutes sortes d'informations avec différentes crédibilités qu'on peut attribuer à ces sources. Il y a un nuancier. On peut appeler ça un nuancier. Tu préfères? Je préfère le mot nuancier. Ok, on prend nuancier. Très bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on parte d'exemples, de types d'informations qu'on peut recevoir et qu'on essaye de catégoriser un peu ensemble. Qu'est-ce que c'est comme type d'information et où est-ce qu'on le placerait sur ce nuancier, si je reprends ton mot. Et du coup, là, c'est toi je te propose de prendre cette feuille si tu as envie, ce stylo, et tu vas ordonner un peu ça au fur et à mesure. On prend des exemples un peu de la vie quotidienne. Sur un spectre. Alors, on est sur le nuancier, le spectre, tu peux appeler ça comme tu veux. C'est très clair. Très bien. Donc, je te donne ce stylo. Et là, je vais te donner des exemples divers et variés. Donc, un premier, ça va être, par exemple, ma boulangère m'a dit qu'il allait pleuvoir demain. Donc ça, c'est quel type de preuve pour toi? C'est fiable une boulangère. Ok, pourquoi? Le commerçant de proximité, c'est quand même quelqu'un qui sait des choses. C'est un leader d'opinion. Mais sur la pluie aussi? Moi, je crois à ma boulangère. Pour toi, c'est fiable, la Ma pluie de la boulangère est fiable. boulangère. Ok. En tout cas, on ne sait pas sur quoi elle se base pour dire ça, avec le contexte qu'on a. Oui, mais quand on regarde Météo France se base sur des données et sur la science, et pourtant, il peut y avoir un delta. Ok. Et tu penses que la boulangère et Météo France, du coup, c'est le même niveau d'information? Et je les mettrai pas, évidemment, au même niveau. C'est ça qu'on cherche à déterminer. Donc, ça, ce serait quel niveau? Ta boulangère, Oui. elle a peut-être des vrais trucs fiables sur lesquels elle s'appuie. Voilà, mais ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on sait juste que c'est la boulangère qui a donné cette C'est ça. info. Moi, si c'est ma boulangère, c'est fiable. Ok. Si c'est la tienne, par contre, Ok. je la connais pas, je me fonde pas là-dessus. Ok. Donc là, il y a une notion de confiance. Oui. Parce D'accord, qu'on c'est est dans la intéressant. proximité, on se voit régulièrement et qu'elle m'a donné, quand elle me donne des informations, notamment sur la vie d'une ville que je connaissais pas, Mhm. elle m'a toujours orienté dans le bon sens. Donc là, tu penses, parce que c'est une personne que tu connais, tu penses qu'elle se base sur des sources fiables. C'est ça, en En fait, tout que cas, tu si dis. elle le dit, c'est qu'elle a Elle des se l'est bonnes pas raisons, inventée, elle se l'est quoi. pas inventée. D'accord. Par contre, si c'était ta boulangère, j'aurais beaucoup moins de certitude. Ok. Donc là, en fait, ce type de preuve-là, c'est parce que tu sais que cette source est plus fiable. Donc c'est une source, on va dire, indirecte. Enfin, c'est pas elle directement qui produit cette information, parce que voilà, c'est pas son Non. expertise. Mais tu sais qu'en tout cas, elle a l'habitude de s'appuyer sur des sources fiables. Et dans la relation, parce que Ouais. ça, je trouve ça très important, la question de la relation, Mhm. même sur les sujets au niveau de la preuve. Ouais. Quand on a une relation avec relation directe ou indirecte, parce que ça peut être une organisation aussi, Mhm. un média, Ouais, tout à qu'on fait. voit plusieurs fois, quand il nous a trompé plusieurs fois ou induit dans des directions qui sont, la cote de confiance descend. Oui. Alors que quand on a quelqu'un de proche qui, à plusieurs reprises, nous met sur des chemins qui après s'avèrent, être plus proches de la vérité. Mhm. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est pas tant la source de l'émetteur que je regarde, c'est mon niveau de relation avec, Ouais. dans une régularité. Oui, donc en fait, là, c'est un peu la notion d'évaluation sur le Exactement, long sur le terme long terme. aussi et de réputation. Exactement. On peut parler de réputation. Voilà, on sait que telle personne, donc ta boulangère, Il est elle très a fiable. bonne réputation sur ses infos parce que sur ce que toi, tu as eu comme info de sa part, c'était fiable. C'était fiable. En gros, c'est ça. OK, et du coup, comment tu appellerais ce type de preuve-là? Bon, là, on est quand même sur du ouais, comment dire ça? C'est au doigt mouillé. OK, mais c'est pas Non. vraiment au doigt mouillé puisque Non, tu si dis c'est ta qu'elle est quand même, boulangère, non. mais c'est ta boulangère là, on est sur Alors sur ma ce boulangère, non, elle, c'est qu'elle a dû voir la météo, que, ça, il y a un impact business pour elle. Donc si elle te dit ça, c'est qu'elle a une bonne raison de te le dire et qu'elle est sûre. Te dire: «Viens chercher ton pain à tel moment parce qu'après il va pleuvoir».
par exemple. OK, intéressant. Donc elle a un intérêt aussi à te donner une bonne information, tu penses? Oui, Sur ce sujet-là? OK. oui. Donc on pourrait l'appeler, je sais pas, information de confiance ou comment Mmh. tu C'est quoi les autres palettes du nuancier? bah, là, on va les découvrir au fur et à mesure. Là, on le crée ensemble, en Là, direct. moi, c'est l'acteur en proximité qui donne une information et c'est le mot proximité qui est important pour moi dans cet exemple. Oui, mais comme tu disais, ce sera pas forcément le cas de tous les acteurs de proximité. Non. Là, c'est cette boulangère en concrète que tu connais. Oui, Donc c'est la notion de confiance que tu as développée avec cette personne en particulier. On peut pas le elle m'a généraliser à donné des tous les acteurs de proximité, elle non? m'a donné des gages de confiance. Voilà, c'est ça. Donc un Donc tiers de confiance, un par tiers de exemple, confiance. non? Après, on pourra changer, hein, c'est pas définitif. On voit, s'il y a besoin de corriger plus tard. OK. Un autre exemple, un député a expliqué qu'il pensait qu'il n'y avait aucun danger avec, un produit chimique. On n'en sait pas plus, hein. Je te donne, voilà, Mmh. c'est les infos qu'on a. Non, pas un tiers de confiance déjà. Pourquoi? Parce qu'un député, pour avoir connu ces milieux, il sur quoi est-ce qu'ils se fondent? Ce sont des gens qui sont au cœur de conflits d'intérêts dont ils ont pas forcément, l'acuité en tout cas pour savoir, qui veut les orienter et vers où. Mmh. Donc ils peuvent être influencés, c'est ça, par d'autres acteurs? Ils sont en permanence un député est toujours au cœur de logiques d'influence Mmh. et il y a ceux qui arrivent à les décrypter et qui du coup peuvent jouer avec, Mmh. et ceux qui sont complètement soumis à ça. Ils se laissent submerger du coup, c'est ça? Et qui savent Je pas forcément pourquoi ils vont porter telle parole? La science, c'est une controverse permanente. Oui, La science, qu'elle te dit un jour, grâce à l'état de son évolution, après peut te dire le contraire, tout à fait. et que si ça arrive au niveau d'un député, ça veut dire qu'il y a une législation. S'il y a une législation, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Ouais, Donc c'était pas le pour le coup, un député n'est pas pour moi un tiers de confiance. Un OK. directeur d'administration, un peu plus déjà, parce qu'il a pas un intérêt électoraliste, Mmh. OK, un donc peu là, plus c'est sa position et notamment qui à la fait que pour toi, il y a déjà un peu moins de confiance. Après, même si bien évidemment c'est pas il y a plein de députés différents, donc il y en a peut-être qui sont plus sérieux dans voilà, sur leur fondement, on va dire, on sait pas. Mais en tout cas là, ton préjugé, on va dire, sur ce type de profil, un peu moins de confiance. quand les députés parlent de science ces Mmh. dernières années, ça donne jamais ça donne ça donne jamais quelque chose de très fiable, pour le coup. OK. Donc là, tu te bases aussi sur, ce que tu observes, Sur la sur un classe long terme, ouais. sur la classe politique de ces dernières années, oui. OK. Et surtout, enfin, on s'est doté en France d'institutions qui sont censées être indépendantes, qui sont censées orienter le débat public. Je pense à Santé publique France, Mmh par mh. exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces agences sont aujourd'hui les créer. Heu, on fait fi de leur avis Mmh. en pensant qu'il y a derrière justement des logiques militantes, idéologiques. Alors que pour le coup, quand bien même la science est mouvante, il y a des moments où on sait des choses. En tout cas, on sait ce qui est nuisible. On l'a bien vu là sur la loi sur tout ce qui est PFAS Du plan, ou ça, c'est ou la loi encore du autre plomb. chose, ouais? Nos députés ne font pas les choix qui vont dans le sens de la santé de la population. Mmh. En tout cas, des données Enfin, scientifiques, qu'on a, voilà, ouais. en tout cas, ils ont préféré l'économique au sanitaire. Mmh. Ça peut être OK, hein, mais c'est Mais c'est pas présenté comme ça, en tout cas, par les personnes qui ont fait le choix, voilà, de d'ignorer, on va dire, les données scientifiques. C'est pas forcément comme ça qu'ils présentent les choses, en fait, ils nient le danger, ils souvent, le c'est minimisent oui. et en France, on est quand même doté de du principe de précaution qui a valeur constitutionnelle Mmh. et on peut pas dire qu'aujourd'hui, que le principe de précaution soit une idée qui est le vent en poupe. Ouais. Alors que l'action publique, un de ses premiers fondements devrait être, c'est comme pour les médecins avec Hippocrate, c'est de Mmh. ne pas nuire. Mmh. Dans notre société, ça devrait être plus compliqué, de s'empoisonner. Enfin, on est dans des sociétés où c'est plus simple de s'empoisonner que d'être en bonne santé. C'est quand même, Paradoxal, ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. il y a quelque chose de déréglé. Mmh. OK. Donc si on retourne sur cette parole, on va dire de politique, en l'occurrence sur un sujet scientifique, comment tu l'appellerais, ce type de preuve? Là, les politiques font du discours. OK. Donc discours politique, on peut l'appeler, Oui, ouais. c'est de toute façon et les citoyens d'ailleurs ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, le registre politique ou le mode politique, si on peut parler comme Bruno Mmh. Latour, n'est pas du tout un gage de confiance. Le mode politique, on sait qu'on va avoir une personne qui a été formée à la Mmh. communication, qui va te livrer des éléments de langage, mais qui va pas te livrer des vérités. On n'associe pas politique à vérité aujourd'hui. Malheureusement, Mais carrément, ouais. est-ce qu'avant c'était le cas?
Est-ce qu'avant, quand le roi parlait, le roi de droit divin, est-ce que c'était la vérité? Non plus. Il y a Mmh. toujours une mise en scène qui accompagne le politique. Mais c'était peut-être perçu, comme tel à l'époque. Peut-être voilà, parce qu'il y avait un côté religieux et donc on n'est plus dans ce cadre-là. Ça c'est clair. OK, donc là, discours politique. Autre exemple, j'ai lu quelque part que le gouvernement a changé la manière de voter aux prochaines élections. Donc ça, je l'ai lu quelque part, Mmh. on sait plus où. Ça nous arrive souvent. Parfois, on voit passer des infos où on n'est pas vraiment capable d'identifier la source. Donc ça, c'est quel type, de preuve pour toi? Que j'ai lu quelque part, il est toujours ambigu. Parce que on est dans un monde où on est en infobésité, où Mmh, on est soumis à ça plein défile. d'infos Ouais, et en même temps, ça veut pas dire que c'est faux. exactement, Et dans tout le à même fait. temps, le quelque part, ça peut être un article fallacieux Mmh, et manipulé comme on voit de plus en plus l'information est manipulée. tout à fait. Donc le Donc jet là, en tant que tel, c'est de la rumeur. ouais. Pour le coup, là, parce que j'ai joué de ça, et parce que je connais ma boulangère, non, non. Mais c'est comme c'est du même registre que l'info de la boulangère. On sait pas d'où ça vient. Alors, moi, j'y mettrais une petite nuance parce que la boulangère, on sait au moins qui est la personne qui t'a transmis cette information, même si on ne connaît pas l'info originelle. Mais là, on n'a aucune source identifiée carrément. On sait même pas, enfin là, on n'a même pas, C'est de la rumeur. voilà, mais c'est plus que de la rumeur. Enfin, pour moi, il y a une petite différence parce que la rumeur, au moins, tu sais qui te l'a transmise. Tu vois? Donc il peut y avoir cette notion, comme tu dis, de confiance éventuellement. Là, on n'a vraiment aucun indice, en fait. Ça Mmh. peut être tout et n'importe quoi. Ouais. Ça peut être, comme tu dis, vrai, ça peut être complètement inventé. Enfin là, faut peut-être aller checker, quoi. Mmh. Peut-être que cette info, pour l'instant, elle a peu de valeur, en tant que telle. Oui. Et comment on l'appellerait, du coup? Si on lui donne, un nom? Tu disais rumeur, du coup, si on fait cette petite nuance avec le fait qu'on sait même pas qui nous l'a transmis, Dis-moi où tu veux m'emmener. moi je dirais source non identifiée peut-être ou quelque chose comme ça? OK. On peut mettre ça et après si tu as une autre idée, tu me dis. Ensuite, donc j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui m'a expliqué, les causes de la guerre au Moyen-Orient. Donc on sait pas forcément, quelle est l'expertise de cette personne. On sait que c'est un youtubeur et qu'il explique des choses. On n'a pas plus d'infos. Bah, là, on a une source identifiée. Oui, On peut, en fonction des youtubeurs, on peut voir pour qui ou pourquoi ils roulent, pour qui ils sont financés, par qui ils sont financés. OK. C'est pas toujours évident de trouver les traces des financements. Non, je rejoins, mais on voit aujourd'hui, mine de rien, dans ce monde de l'influence, comment se font les business, et bon, si on revient à ces questions de discours, Mmh. les gens tiennent toujours les mêmes modes de raisonnement et il y a un peu une signature, pour le coup, des modes de raisonnement où après tu peux remonter et enfin, aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, via le discours, on retrouve les financières. Mode de raisonnement, est-ce que tu parles de narratif du coup, de type de récit? C'est En quoi les tout cas, modes de c'est plutôt raisonnement? une manière de présenter l'information. OK. Donc après, je sais que certains appellent ça le narratif. Hem, Ça peut complètement coller au narratif. Donc c'est Comment plus est-ce sur qu'on la fait? forme, c'est ça que tu Comment c'est plus une question de chorégraphie de la réflexion. OK, c'est Le joliment dit. Quand vous regardez CNews, c'est toujours le même mouvement intellectuel. C'est qui atterrit d'ailleurs toujours au même endroit. Mmh. On voit le même mouvement, et d'un point de vue rhétorique, le mot mouvement est pour moi le bon mot. Quand vous allumez Europe 1 aujourd'hui, vous entendez la même petite musique qui Mmh. ressemble à celle de CNews et vous lisez le journal du dimanche, pareil. Il y a OK. une petite musique de fond. Tout comme quand vous lisez Sagan, il y a la petite musique chez Sagan et chez des grands écrivains, il y a une petite musique parce qu'on a accès à leur imaginaire et à toute une conception du monde. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est très marqué, par exemple, dans les médias Bolloré, Mmh. où on a, cette petite musique qui revient, OK. qui est moins claire d'ailleurs ailleurs. OK, intéressant. Mais là, du coup, on parlait d'un youtubeur. Sur le youtubeur, en fonction, de sa manière de présenter l'information, des canaux sur lesquels il intervient. Mais là, tu disais que c'est très clair, du coup, sur un type de récit, mais pas forcément sur d'autres. Enfin, ce serait quoi, toi, ta démarche? Moi, Donc si tu reçois une information d'un youtubeur on va dire que je ne crois pas à un youtubeur. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué, on ne sait plus qui croire. mmh, Même les médias, qu'on pensait être traditionnel. traditionnels ou non traditionnels, mais il y avait Le Monde, par exemple, était pour moi un tiers de confiance Mmh, et sur un certain nombre d'événements ces dernières années, j'ai été étonné de la manière dont l'information était présentée mmh, et de plus en plus, quand parce qu'on est quand même rentré dans enfin,
ce que disent un certain nombre de nos contemporains sur l'infobésité. Mmh. On a tellement d'informations qu'on ne sait plus, on n'a plus de boussole. En tout cas, c'est Ouais, compliqué. bah, ça fait partie clairement des sujets de ce podcast. On n'est pas très vieux, mais il se passe quelque chose actuellement qu'on n'a pas vécu Mmh. même au début d'Internet, quand il y avait des blogs, etc. Il y avait moins une intention de manipulation de l'information et avec des effets de masse. Ouais. Ouais, parce qu'on a accès très directement aux gens, quoi, enfin, à tout le monde. Il y a tellement d'utilisateurs à qui on peut transmettre des messages de manière directe que, effectivement, c'est une nouvelle opportunité pour beaucoup d'acteurs. Je veux dire, moi, ça me conduit plutôt à prendre de la distance. Mmh. Je ce lot d'informations, au lieu de m'incapaciter, il a des mauvais impacts sur Mmh. moi. Je sais pas la traiter, je sais pas la hiérarchiser. Justement, je sais à quel sein de me vouer et où est-ce qu'on veut m'emmener aussi. Quand bien Mmh. même on peut repérer des narratifs ou des modes d'action. Ouais, Donc mon réflexe, par rapport à ça, beh, c'est comme, enfin c'est de me mettre, un peu à distance du flow, du quoi, flot sur ouais. informationnel et de me remettre pour le coup à faire quelque chose que je ne faisais plus, à me remettre à lire. Mmh. Pour prendre le temps long avec quelqu'un, ce qui veut pas dire que je vais pas avoir, ça veut pas dire que c'est la vérité, mais au moins j'ai le temps de créer une petite relation Mmh. sur 200 pages avec qui enfin une relation qui De est rentrer dans que une pensée plus de profonde, ouais. et de pouvoir me dire à plusieurs reprises: «Là, la personne dans l'échange, il y a quelque chose qui me dérange». Mmh. Enfin dans l'échange, c'est un échange unilatéral, mais quand on lit un livre, on rentre en relation avec quelqu'un qui a voulu nous présenter qui avait une intention. On Ouais. rencontre une intention. Alors qu'à la télé, on a des gens qui commentent. Le commentaire est jamais bon. Oui, en 30 secondes, on n'a pas forcément le temps de développer, grand-chose. C'est pas fait pour. Et le youtubeur, quoi qu'il en soit, il a besoin d'engranger de l'argent pour continuer à faire du contenu. Mmh. Enfin, c'est d'ailleurs, le youtubeur, il fait de la création de contenu. Il est Ouais, pas journaliste. ouais. Donc c'est Alors il y a des journalistes qui deviennent youtubeurs, enfin ça peut être une forme, tout à fait un moyen, on va dire, de transmettre des infos et comme tu dis, effectivement, il peut y avoir des intérêts, à gagner de l'argent ou à gagner en visibilité ou peu importe, on sait pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il faut se poser deux trois questions, sur, là encore, d'où ce youtubeur, tient ses informations. Parce que lui, s'il est pas expert du sujet, bah, faut juste essayer de comprendre, parce que bon, ça arrive très souvent maintenant que des personnes, bon, ça on le voit partout, non expertes, présentent des choses de manière mais pleine de certitude en fait. Enfin, ils te déroulent tout un truc et en fait à aucun moment ils citent leurs sources. Donc ça voilà, faut juste essayer de comprendre, peut-être d'où ça vient et du coup si on donnait, un nom à cette catégorie, ce type de preuve, comment tu appellerais ça? pour la notion de contenu pour moi, Ouais. c'est on est sur quelqu'un qui produit des contenus. Qui peuvent avoir, ben, un sérieux plus ou moins fort aussi. Ça peut il peut y avoir des Je très dis pas le bonnes contraire. choses, ouais. Enfin, mine de rien, le youtubeur, plus il va publier, plus il faut se méfier. OK. Tu peux Enfin, ça dépend de quelle est la nature du travail de la personne, quelle est son intention aussi. Bah, oui, parce que Il y a même des enfin, là, tu vois, le podcast qu'on est en train de faire, on peut dire que c'est de la création de contenu aussi. En fait, tout est un contenu. Oui, mais on se revendique pas comme étant informationnel. Non. Mais peut-être que le youtubeur non plus, hein. Il y a plein de gens qui vont t'expliquer des choses, ben, d'actualité, par exemple, mais c'est pas forcément le cœur de leur, contenu. En tout cas, ceux qui se revendiquent comme des journalistes et qui te font la restitution d'un travail, Mmh. d'une enquête, ont pour moi des gages de confiance supérieurs à ceux qui sont là dans de la production de contenu et qui font de l'occupationnel, OK. du commentaire. Ouais. C'est de l'ordre du café du commerce. Mais là, c'est intéressant parce que je veux bien que tu rajoutes ça sur notre échelle ou sur notre nuancier, que tu viens de faire, du coup, la différence entre le travail journalistique, donc ça, on peut, voilà, peut-être rentrer un peu plus dans le détail et donc là, tu disais L'occupation. l'occupationnel, donc c'est de l'ordre du hobby, on va dire, enfin de quelqu'un qui fait ça, Qui occupe du vide. OK, Et pour moi, le youtubeur, il se met dans la case, publicité. OK et bon ça, ce serait quelqu'un qui est sponsorisé, c'est pas forcément le cas de tous les youtubeurs. Non. Non, mais dans le commentaire, enfin et on le voit de plus en plus, même dans les podcasts qui marchent et cetera. Il y a beaucoup de gens qui viennent raconter des choses. Mmh, Le but n'est pas d'apprendre, oui, c'est quand même ce côté, mise en discussion de personnes qui parlent autour de sujets.
Et tu penses qu'il y a pas de youtubeurs qui font ça juste parce qu'ils ont aussi des intentions de partager des connaissances? Soit il peut y en avoir, parfois il y a des historiens, enfin il y a des gens parfois qui ont des connaissances aussi, qui souhaitent Complètement. transmettre. On apprend énormément de choses aujourd'hui via le podcast. Là, c'est le mot youtubeur Qui est peut-être aussi connoté. bah, s'il y a quelque chose dans ton podcast, c'est quoi qu'il en soit, de tourner le dos à toute généralité. Donc Mmh. c'est pour ça que j'ai du mal à classer les choses comme ça, parce que dans tous ces différents champs, que ce soit les acteurs de proximité ou les politiques, Ouais, où il y a des spectres bien avec sûr. des gens qui ont donné des gages de confiance et qui d'ailleurs sont assez transparents sur Mmh, pourquoi je te dis ça à tel moment, voici mes sources, et qui dans leur discours intègrent des éléments de preuve pour mmh, le coup, pour que l'auditeur, le spectateur puisse après ensuite poursuivre. ouais, Et après, tu as ceux qui vont être juste sur on dit, je crois que, ouais. s'ils se revendiquent, enfin, Mais là, c'est cette différence-là qu'on est en train d'essayer de voilà. faire justement. Donc Donc le youtubeur, ça dépend du youtubeur. bah, tout à fait. Tu vois, là, on prend des exemples justement très généraux, mais c'est pour essayer de construire un truc. Après, on Mais va regarder. construisons ensemble. Ok, donc très bien. Donc le youtubeur, ça dépend effectivement sur quoi il se base, on va dire. Donc il peut y avoir, mais comment on appellerait ces différents types de preuves? Du coup, si c'est un youtubeur plus informé, on va dire, qui fait un travail sourcé, ça, on appellerait ça comment, par exemple? Non, Non, mais mais c'est juste qui journalistique? alors journalistique peut-être pas parce que s'il est pas journaliste, parce que le journalisme c'est quand même un métier, donc peut-être pas, tu vois, s'il a pas fait un travail d'enquête et cetera, Ouais. j'utiliserais peut-être pas ce mot-là. La distinction, ce serait quoi? Investigation, non-investigation? Ouais, oui, puisque le journaliste, il va peut-être, même faire des coups de fil pour vérifier des trucs, aller sur le terrain, enfin, tu vois, il peut y avoir des choses, beaucoup plus Malheureux poussées, quoi. Malheureusement, on est sur un métier qui perd cette Oui, déontologie-là. bien sûr, mais dans l'idée originelle, Dans ce serait l'idéal, ça, oui. le travail, journalistique. Mais du coup, là, donc si c'est un youtubeur juste qui partage des connaissances sourcées, comment on peut appeler, ce type de preuve? Pourquoi tu fais cette tête? Non, je vois pas où tu veux m'emmener à chaque fois. Non, mais je veux t'emmener nulle part, je veux qu'on Je essaye sais. de définir des choses. On essaye, de mettre des mots sur des phénomènes qui existent. Non, mais youtubeur sourcé. Bah, moi, je pense que ça pourrait être de l'ordre, de l'opinion. Si s'il y a un côté éditorialiste, tu vois? S'il y a un côté, Ah si bon, tu lui vois, te donne, son avis sur le sujet, donc là, c'est une opinion qui peut être plus ou moins sourcée. Donc c'est là où il y aurait, effectivement le spectre dont tu parlais. En tout cas, c'est une opinion et plutôt non experte dans le cas où c'est pas quelqu'un qui est professionnel du sujet lui-même. Voilà, là, il y aurait aussi cette distinction à faire en fonction de si il est lui-même expert du sujet ou s'il a lu des choses qu'il te transmet. Donc il y a ce côté aussi indirect. Moi, ce que je dis beaucoup dans ce podcast, c'est que dès qu'on te transmet l'information, il y a toujours, déjà quelque chose qui peut se perdre au passage et qui peut être un peu transformé, interprété. Donc voilà, juste garder ces notions-là en tête. Ça veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est mal transmis, mais juste voilà, c'est déjà, peut-être une information qui a été un petit peu, retravaillée ou retransmise à la sauce de la personne qui te l'a transmise. On prend un autre exemple. Donc là, c'est une scientifique qui affirme qu'un vaccin n'est pas nécessaire. Donc pareil, là, je te donne des informations très générales, on sait pas plus. Mais c'est pour voir quelles questions, un peu faut se poser pour, justement définir quel type de preuve c'est. donc là, on va être sur le discours scientifique. Ouais, Enfin, quand bien même, par ailleurs, c'est pas la nature de l'émetteur qui fait la validité scientifique de l'information. tout à fait. Et on l'a vu pendant le Covid. Alors je veux bien que tu expliques un peu ça. Ce n'est pas parce que l'émetteur d'une information est scientifique que l'information est fondée Sur sur la démarche scientifique, ouais, ça veut dire qu'il y a pas son eu empirique. forcément de méthodologie derrière. Et encore, moi, c'est ce qui presque le discours scientifique est celui qui me déstabilise le plus parce que je ne suis pas armé. Enfin, c'est pas je ne suis pas armé, mais pour aller jusqu'à la racine de l'information, il faut que je comprenne quel est le protocole de recherche, comment les données ont été collectées, par qui, dans quel environnement. Mmh, Toutes ces informations-là sont assez rarement, enfin, on peut les trouver, mais il faut vraiment aller les chercher. mmh, Et on le voit dans les hôpitaux, l'effet blouse blanche, il suffit que la personne ait une blouse blanche pour c'est l'argument d'autorité. voilà, ça Ouais, donne tout de suite un, alors que
l'argument peut être complètement fallacieux et que s'il y a bien une chose que les scientifiques nous apprennent, c'est que euh, ils ne savent pas. Bah, ils cherchent justement, ils Et testent des choses, c'est en construction comme tu disais. ce sont des gens qui doutent. Ah bah, ça c'est au cœur de la science. Ouais, et même dans ta démarche autour de l'esprit critique. Moi, Mmh. je sais que vis-à-vis de l'information, c'est pour ça que j'ai du mal à les catégoriser. Alors, je me définis pas comme ça, mais c'est toute la pensée de Descartes autour du doute méthodique. Mmh. Quoi qu'il en soit, quand on va me donner une information, mon premier réflexe sera de me dire qu'elle est douteuse. Ouais. Qu'importe qui que ce soit. Après dans la réalité, tu es obligé de faire plus ou moins confiance parce que tu peux pas tout vérifier, toute la journée, tu vois? C'est pas réaliste. Il y a- Si mes amis me disent des choses, soit, enfin, c'est un peu ce que dit Goffman sur toute la théorie interactionniste. Il dit, on sait qu'une personne va te mentir, tu sais qu'elle te ment, mais c'est ton ami, tu vas pas lui faire perdre Ça la fait face. partie du jeu. Donc, ça fait partie du pacte social, ou en tout cas Mmh. que l'information est biaisée en son avantage. Ouais. Mais c'est ok si ça lui fait du bien. Toi, ça va pas changer ta vie de dire, bah, je considère que cette information est vraie quand tu me la livres à ce moment-là. Ouais. Tout ce sujet de ne pas faire perdre la face. Mmh. Et dans nos interactions sociales, il y a beaucoup ça. Ouais. Quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on s on va pas rentrer dans le débat d'initié parce qu'on s'en fiche, c'est pas Mmh. l'enjeu. Après, quand ça nous concerne, moi, je le vois, par exemple, par rapport à ma santé Oui, ou par voilà, en rapport fait, là, on est plus sur le volet individuel. Toi, comment tu gères les informations parce qu'elles vont avoir un impact, soit sur ta vie, soit même, bah, sur tes choix qui ont un impact sur la société. Si on parle de vote, des choses comme ça, tu vois, c'est sur ta prise de décision informée. Enfin, forcément, tu es obligé de te baser sur des informations pour prendre des décisions. Donc on essaye, autant que faire se peut, de faire un tri parmi justement, la quantité d'informations qu'on reçoit. complètement complètement aligné avec ça et que c'est aussi pour ça que, au regard de l'infobésité dans laquelle on est, moi, j'ai décidé de réduire un peu les canaux Ouais, parce que le surplus d'informations ne m'aidait pas à mieux les agencer. ouais. Oui, bah, là, du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment forcément, c'est un outil qui est simpliste par définition, parce que tous les outils, sont obligés de simplifier un peu, mais c'est pour donner une grille de lecture justement assez rapide, en fait, pour se poser un peu les bonnes questions. Enfin, surtout pour trouver les moments où il faut d'autant plus redoubler de vigilance parce qu'on sait que tel type de manière de transmettre l'info ou de source est d'autant plus, sujette à, voilà, à ne pas forcément être fiable. C'est un peu ça, ça veut pas dire que les restes, des informations vont toujours être fiables. Tu as donné des exemples, il y a effectivement, parfois des sources qu'on va considérer comme fiables qui vont, transmettre des informations de manière un peu, voilà, étrange ou biaisée et cetera. Mais ça, c'est vraiment un outil un peu grossier pour, bah, justement dégrossir, faciliter un petit peu la lecture rapide de l'info. Donc là, on était sur la scientifique. Effectivement, donc une scientifique en tant que telle, alors déjà, on sait pas quelle est son expertise, c'est juste qu'elle est scientifique. Il y a plein de scientifiques qui ne connaissent rien au vaccin. Ça, justement, tu parlais du Covid, on l'a vu, il y avait plein d'experts parfois, enfin qui se présentaient en tant que tels, qui étaient, des scientifiques ou, des personnes, qui avaient une certaine autorité, mais qui parfois n'avaient aucune connaissance en la matière. Donc, parfois, je sais pas, c'était des économistes ou des trucs qui avaient vraiment rien à voir et ils se présentaient comme des personnes, qui avaient une parole, légitime sur les vaccins, tu vois? Donc, ça, c'était un peu, tu le petit piège sur le mot scientifique. Déjà, faut voir, voilà, quelle est l'expertise de la personne. Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle sur les vaccins? Et comme tu disais, de toute manière, une parole scientifique isolée, bah, c'est pas comme ça que la science, se construit. Il y a effectivement une notion de consensus et enfin, c'est pas quelqu'un dans son coin qui va, démontrer, que tout le reste des scientifiques a dit n'importe quoi. Enfin, en général, ça se fait pas comme ça. Donc faut voir, faut toujours essayer de voir quelle est en tout cas la parole, consensuelle scientifique à ce moment-là et c'est pas parce que voilà, une personne, a une autre opinion, voilà, ce serait une sorte d'opinion experte, si elle est experte. Encore une fois, on ne sait même pas si elle est experte, mais qui a voilà une valeur moindre que le consensus. Ça te va? Si je réfléchissais à ce que tu disais sur, le consensus, scientifique, la parole scientifique, le Covid l'a quand même vraiment fragilisé Mmh, et quand on remonte aujourd'hui, enfin, quand on fréquente des chercheurs, on voit bien qu'entre eux, ils sont rarement d'accord. ouais. Donc trouver le consensus, c'est pas forcément simple. Et le consensus démontré, hein, je parle, au niveau des études qui ont été menées, enfin, tu vois? C'est pas juste, les opinions des uns et des autres. Bah, c'est plutôt
Ce qui me faisait réagir, c'est tout ce sujet autour de l'expertise. Ouais. C'est qu'une personne, vu qu'elle est experte d'un sujet, aurait raison. Et ce que j'ai pu voir dans le fait de côtoyer des chercheurs, c'est que souvent sur un état de la science, enfin Mmh. souvent, pas plus souvent, mais tu as aussi toutes les personnes qui ont des pensées hétérodoxes Ouais. sur un sujet et à qui l'avenir donne raison alors qu'ils étaient pas du tout dans le vent pendant des Oui. années. Ah oui, Et bien que sûr, ça a ses limites forcément le consensus scientifique, mais c'est en tout cas, bon, c'est une méthode qu'on est obligé de suivre parce qu'on n'a rien de mieux, à l'état actuel, enfin pour essayer de démontrer des choses. Enfin, tu vois? C'est plus, cette notion-là d'avoir démontré, en tout cas, c'est des personnes qui peuvent énoncer un des états de la vérité à un instant T au oui, regard des données scientifiques actuel, disponibles d'un moment. exactement, bien sûr, oui, oui, ça veut C'est pas dire que ce sera toujours vrai évidemment, ouais, ouais. Non, là, c'était plus la notion, voilà, de qu'une, mmh, parole scientifique isolée a peut-être moins de force en termes de preuves que, une grande étude qui a été menée, enfin, tu vois? mmh. Parce que voilà, il peut y avoir des scientifiques qui ont des intuitions, donc qui voilà, qui ont des opinions par rapport à ce qu'eux ont vu et cetera, mais ils ont pas forcément mené d'études qui ont montré ça. Et c'est un peu mon sujet que j'ai en ce moment. Et donc OK. désolé Vas-y, d'être vas-y, ça embêtant, m'intéresse. c'est que là, par exemple, dans le cadre de ma vie professionnelle, je me retrouve à travailler sur les enjeux autour de la périménopause. Alors, je ne connais même pas ce terme. Alors, tous des sujets où on découvre que la ménopause n'est pas juste un phénomène que les femmes ont aux alentours de la cinquantaine, qu'on est sur un phénomène qui durerait 10 ans avec toute une série de symptômes, OK. qui ont d'ailleurs des impacts, en termes de santé mentale ou de santé physique et qui sont associés à l'âge, alors qu'elles devraient être associées à un processus hormonal en cours, Mmh. une transition hormonale, qui était un peu un impensé sur les sujets de santé de la femme et c'est en train de sortir du bois en ce moment. Concernant le traitement de la ménopause, il y avait des traitements hormonaux qui étaient utilisés dans les années 90 Ouais. et qui provoquaient des résultats cliniques qui étaient intéressants. Une étude a été faite en disant que les traitements hormonaux étaient complètement, enfin que ça n'allait pas. Et donc, on est passé à d'autres types de traitements. Typiquement, donner des antidépresseurs à des Mmh. dames et qui sont révélés catastrophiques, avec des Ouais. résultats cliniques qui étaient moins bons sur une étude qui était moins robuste, mais ce que voyaient les praticiens dans Ouais, leur ouais. clinique. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, c'est de me dire qu'on peut avoir des grosses études avec des grosses cohortes qui vont vous Mmh. donner des résultats qui sont, qui ne correspondent pas à l'état clinique de ce que vont observer les Ouais. praticiens et que parfois la science parce que sous des aspects de rigueur scientifique, Mmh. va nous donner des résultats, alors qu'on ne sait pas comment et ça j'insiste là-dessus, comment les données ont été collectées, par qui, Ouais, dans quel ça c'est les intérêt, notions de dans méthodologie, quel environnement, à quel moment particulier. Et donc il y a toujours ce sujet où, en tout cas pour moi la science ne dit enfin non, c'est pas parce que c'est une étude qu'elle dit la vérité. non, bien Elle sûr. et Oui, c'est oui, un peu bien mon sûr. point où, du coup, personne n'est expert de rien. Il y a des gens qui ont des points de vue et qui arrivent via une méthodologie, à démontrer que le réel, réagit bien selon leur modèle. Ouais. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est, «Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles». Mmh. Mais du coup, est-ce que tu penses pas quand même qu'il y a justement certains aspects qui peuvent montrer qu'en tout cas, une, «réalité scientifique» entre guillemets a plus de robustesse? C'est justement il y a eu plein d'études qui sont arrivées aux mêmes conclusions. Donc là, on peut justement arriver aux notions de méta-analyse aussi, donc qui reprennent, un nombre plus ou moins important d'études. Il y a aussi peut-être certaines méthodologies qui peuvent, être plus robustes si c'est fait en double aveugle, si c'est pertinent. Enfin voilà, ça dépend du sujet, mais il peut y avoir peut-être certaines choses qui peuvent donner plus de force, à des études Mmh, scientifiques, à des données scientifiques. complètement aligné avec ça, c'est différentes démarches. Enfin, quand différentes démarches et d'autant plus quand elles ont des angles différents, si elles arrivent aux mêmes Voilà, conclusions, c'est qu'on s'approche de quelque chose ouais, que j'essaie de moi toujours relier, au ressenti intime des gens aussi, ouais, mine de rien. Parce qu'on a plein d'études qui nous disent plein de choses et quand on demande aux gens ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ouais. il y a un delta. Mmh. C'est ce que certains d'ailleurs appelaient à une époque tous les phénomènes de dénégation. On dit: «La réalité est comme ça» Ouais. et les C'est pas personnes du tout ce disent: que vivent les personnes, ouais. ce n'est pas ce que je vis. Et on le voit Mmh. là sur d'autres sujets, aujourd'hui plus sociétaux, sur des enjeux de discrimination et Ouais. cetera,
ou si on regardait les études, c'était tout va bien, madame la marquise, il y a rien à voir. Quand il y a des personnes qui vous disent qu'elles sont plus contrôlées, moins, et qu'au bout d'un moment, à force de le dire, les études ont changé. Enfin, il y a un peu ce truc-là où il faut toujours que ce soit connecté à ce que vivent concrètement les gens. Oui, de toute manière, ça influence aussi quelles études vont être menées, j'imagine. Enfin, il y a forcément quelqu'un qui décide de mener à un moment une étude, il faut que ce soit influencé par quelqu'un. En général, soit certains intérêts politiques ou sociaux. Du coup, si on reprend notre petite échelle, comment on peut distinguer tout ça? Donc là, on a évoqué différents types de preuves aussi. Donc on parlait de la parole scientifique isolée, on va dire, qui a peut-être moins de poids. Ça veut pas dire qu'elle a tort, hein. Là, on parle de poids, enfin de robustesse, on va dire, de la preuve, peut-être moins, que une ou plusieurs études, on va dire une, qui arrive à une conclusion, qui aurait encore moins de poids que, une méta-analyse, qui reprendrait, plusieurs études qui arrivent à la même conclusion, par exemple. Ce Mais serait moi, ça ou pas? sur ces sujets, je suis très influencé par Bruno Latour et OK, ses modes d'existence. Il dit que la vérité, il n'y en a jamais une. oui, Il y a toujours, la vérité est toujours multifacette et qu'il y a des modes pour s'en approcher. Le voilà. mode politique en a un, avec, il y a le discours et pour le coup, parfois le narratif, le récit, Mmh, euh, ou les passions. Le mode juridique a sa vérité. Le mode scientifique, qui peut être décliné mmh, en plein de spécialités, a sa vérité. ouais. Et c'est d'ailleurs, je crois qu'on a, enfin, que ça fait aussi partie de nos biais cognitifs de croire que la vérité est une et indivisible, Ah oui, alors qu'elle est toujours multifactorielle. Et pour moi, elle peut se trouver au croisement des discours, en identifiant bien qui me parle. Est-ce un politique? Est-ce ma boulangère que je vois tous mmh, les jours et qui ne m'a pas trompé? Est-ce un YouTuber financé par une grande marque? ouais, ouais, ouais. Et j'aime beaucoup ce sujet-là des modes d'existence, en disant que tout ça toujours cohabite sur un même objet, Qu'on que, va regarder de différents angles, ouais, on a et que ça fait ne veut pas d'épisodes sur dire le sujet. qu'un est tort et que l'autre ait raison. Mmh, Ça peut on voit un arriver. bout de la vérité, ouais. Exactement. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Mais là, de toute façon, on est en train de enfin, encore une fois, grossièrement, d'essayer d'analyser le type d'information qu'on reçoit et quel crédit on peut lui accorder comme ça à première vue. Enfin, tu vois? Parce qu'encore une fois, on peut pas tout analyser toute la journée. On essaye, enfin, en tout cas dans le podcast, de donner des choses un peu concrètes que les personnes qui écoutent peuvent mettre en place assez rapidement. En fait, c'est vraiment voilà, un premier travail juste pour, filtrer. Après, évidemment, ça n'empêche pas qu'il faille, approfondir certaines choses, mais ça veut juste dire que, bah, voilà, quand je reçois cette information-là, qui m'a été transmise par tel type, de source, donc voilà, de moyens, quel crédit a priori je peux lui accorder? Plus ou moins. Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de définir. Ensuite, bah, si on a le temps évidemment, on va checker, on va approfondir, on va lire d'autres choses et cetera, mais on peut pas le faire tout le temps, sur tous les sujets. Donc voilà, si on essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on a dit. Donc on a le tiers de confiance qu'on connaît via la relation, la proximité. On a Ça, dit ce serait le niveau le plus bas pour toi, du coup? Si on essaie de sur l'échelle, classer un peu tout ça? parce que tu veux m'amener vers le fait de faire une échelle, là où Pour toi, il y a pas d'échelle? c'est que chacun a sa porte d'entrée et que je les hiérarchise pas forcément OK. Pour et que toi, c'est tout OK. est aussi, crédible et sérieux dans tout ça? Toute information pour moi de fait est douteuse. Je ne le surtout et je c'est ce que je trouve intéressant dans l'esprit critique, il ne faut jamais croire ce qu'on nous dit, à première vue. Et je trouve d'ailleurs même dans nos sociétés, il y a eu tout un discours à un moment autour de la confiance, Mmh. heu, Bah, là, c'est ce que tu disais avec la boulangère. mais ça s'est construit. Mmh. Mais en effet, tu as raison quand tu parles de météo, non, C'est pas son expertise a c'est pas son priori. expertise. La confiance se construit via la régularité, via l'interaction, le lien. Mmh. Et ça, pour moi, c'est important. OK. Heu, Mais ça m'intéresse ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, bah, cette notion de confiance, c'est quelque chose qui revient beaucoup justement avec les influenceurs. Les personnes que tu vas suivre, tu as l'impression de les connaître et souvent il y a enfin, pas une relation parce que là encore c'est que dans un sens, mais la personne qui les suit, elle va avoir confiance en leurs paroles très rapidement en fait, voilà quand tu les écoutes tous les jours et cetera. Alors que, ces personnes-là peuvent transmettre des informations là encore, sur lesquelles elles n'ont aucune idée. Enfin, c'est pas parce qu'elles sont sympas
Ça, c'est un biais aussi qu'on a, qu'elles vont forcément nous transmettre, une parole véridique, sourcée et cetera. Il y a un truc, ambivalent en France où à la fois il y a une sorte de méfiance généralisée, parce que quand on dit aux gens: «Ah, tel politicien, tapait dans la caisse», je ne sais quoi, Ouais, le Français va te répondre: tout le monde est corrompu, «Bah, je le savais». ouais. C'est évident, c'était sûr. Donc il y a et que dans le même temps, enfin, on n'est pas non plus un pays avec un esprit critique très développé. Parce que Mmh. je trouve que très vite et surtout qu'il y a eu tout un discours autour de la confiance, que c'est important. Je trouve que c'est important de ne pas faire confiance a priori. De donner aux gens la confiance, c'est quelque chose qui pour moi se Qui se gagne. mérite, qui se construit, Ah, comme tu disais. Ouais, tu pas le mot mérite? j'aime pas le mot mérite, mais voilà, qui vient de la régularité et d'une Mmh. interaction qui revient. Mais de prime abord, l'information qu'on me donnera, non, pour moi, ni je la crois, ni je la crois pas. En tout cas, toujours le doute sur une information. Mais du coup, concrètement dans ta vie, ça veut dire quoi? Enfin, parce que tu en reçois tout le temps des infos et tu pas en train de les vérifier tout le temps, j'imagine? Il y a celles que heu, je peux essayer de comment dire ça? De me rentrer dans une démarche d'enquête Mmh. pour voir la robustesse de l'information Donc sur c'est celle certains qui sujets t'intrigue le plus, j'imagine, ou qui te liés avec mon travail, ouais, où il faut que je me oui, tu as fasse vraiment besoin de savoir. que j'ai une position. Mmh. Il y a celles aussi où et pour le coup, alors je sais que c'est une notion, ambivalente, qu'il faut manier avec des pincettes, mais je crois aussi en la pensée instinctive. OK. D'un point de vue cognitif, en se disant, à l'aune de mes expériences, si la pensée instinctive Mmh. c'est ça, c'est quand le cerveau se met en pilote automatique en disant: «Mon intuition». Mmh Quand mh. j'ai instinctive, Ouais, pardon, ouais, ouais. intuitive, et lapsus, très mauvais lapsus. La pensée intuitive en disant: «Bon, là j'ai l'intuition qu'on me mène en bateau». OK. Parce que au gré de mes expériences répétées, continues Mmh. dans ma vie, je n'arrive pas à trouver le rationnel, mais je sens que je suis pas dans le juste. Mmh mh. Et où là, il y a quelque chose, qui est de plus atavique, qui vient plus du ventre que de la tête. Pour moi, c'est une boussole aussi intéressante. OK, mais tu penses qu'elle est suffisante? Parce que, enfin, on sait qu'on a beaucoup de biais et justement, bah, là, l'exemple que je donnais, si quelqu'un t'est sympathique, par exemple, tu vas avoir tendance à lui accorder plus de Je te rejoins. confiance, alors que c'est pas forcément, C'est pas cette su personne n'a pas forcément, gagné cette confiance en termes de fiabilité d'information, tu vois? Ça c'est va être sur d'autres sujets peut-être. c'est pas suffisant, mais en même temps, on a tendance, notamment en Occident, à mettre toujours la tête au-dessus du corps, à Mmh mettre toujours, ce sujet que via le rationnel, on va atteindre la vérité. mh. Mmh. Alors qu'on le voit bien, hein, là, le rationnel nous permet de comprendre une infinité d'une variable dans un phénomène Mmh. et que parfois le phénomène, on le ressent, on sent qu'il y a quelque chose. L'état de la science ne nous dit pas ce qu'on est en train de vivre Mmh. et notamment sur, tout ce qui est phénomènes sociaux et donc je trouve que c'est important de oui, il y a le rationnel, il y a la tête, il y a les études, il y a toute la somme des connaissances et Mmh mh. aujourd'hui, grâce ou pas grâce, l'intelligence artificielle va nous permettre, c'est un des rares bons aspects de cette technologie, de nous permettre d'avoir directement accès à la quand elle n'hallucine pas, mais à la Ouais. somme de la pensée sur un sujet. Mmh. C'est un Qui est super publié moteur sur internet en tout cas, exactement. ouais. Mmh. Mais notre intuition nous dit des choses aussi parfois et en tout cas dans la culture occidentale, on a tendance à toujours mettre la tête avant le corps et avant le reste, Mmh. là où dans d'autres cultures, c'est plus équilibré et je crois aussi qu'on aurait pour accéder à l'information et pour, dans notre rapport au langage, il y a quelque chose autour du corps qu'on a complètement éludé alors qu'une part de du progrès se situe aussi là Intéressant. Message pour les personnes qui nous écoutent d'écouter, plus leur corps, tu et dis? leur cœur. Et leur cœur. Alors je rebondis quand même parce que je suis obligée, que là, donc un des sujets qui revient beaucoup sur le podcast, c'est justement que, beaucoup de moyens de manipulation, notamment sur les réseaux sociaux, enfin les algorithmes par exemple des réseaux vont beaucoup jouer sur le cœur et le corps, en essayant de nous provoquer un maximum d'émotions. Donc en fait, justement, si tu t'arrêtes juste à ces émotions-là, tu vas pas forcément en fait, «contrôler» entre guillemets ce qui t'arrive, parce on va influencer ta réaction corporelle et émotive, bah, par toutes sortes de moyens, hein. Ça peut être, une petite musique triste, ça peut être, ben, justement, en utilisant des discours très,
en te transmettant des informations très choquantes, par des images très choquantes qui vont te provoquer de la colère. Enfin voilà, ça c'est des procédés qui sont quand même très, très, courants, de nos jours et du coup, comment toi tu vois ça par rapport à ce que tu viens de dire? Parce que là justement, c'est vraiment des réactions émotionnelles que ça nous provoque. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui va nous permettre de se fonder une opinion, éclairée, on va dire? Je rejoins sur cet aspect émotion. C'était pas ça que j'avais en tête quand Oui, oui, je me doute bien. mais le mais il y a aussi dans ce sujet où enfin, l'image, si elle génère chez moi une émotion, Mmh. c'est elle est là à dessein pour provoquer Bah cette oui, exactement. Mmh. et enfin, c'est pour ça que pour moi, par exemple, il est très difficile d'avoir, des positions sur, des choses qui se passent à 2 000, 3 000, 10 000 kilomètres de chez moi, parce que j'y suis pas avec mon corps Mmh. et ce sujet-là de j'ai pas les antennes, Pour capter réellement ce qui se passe, c'est ça que tu veux dire? exactement, ce qu'il y a dans l'air, je connais pas l'histoire, je connais pas la langue. Mmh. Je trouve qu'on justement, on est dans des générations où tout le monde doit avoir un avis sur tout. On doit Ah oui, prendre un camp sur tout. tout à fait. Sur les 3 quarts des sujets, je ne sais pas et je veux rester la personne qui ne sait pas. Enfin, parce que je connais pas l'histoire, je connais pas la langue, je connais pas la culture. Je détesterais que des gars à l'autre bout du monde, me disent de moi enfin, pour Qui moi, tu pour notre es, ce famille, qui qui t'arrive, voilà ouais. et je trouve, c'est vraiment une des conséquences de l'interconnexion. Mmh. Tout le monde croit être légitime pour parler au nom des autres. Moi, tant que je suis pas avec mon corps quelque part, en train de vivre longtemps avec des gens, je n'ai aucune certitude sur ce qui est en train de se passer à l'échelle d'un micro-territoire. Donc là, toi, tu adoptes vraiment une démarche plus empirique, en fait. Tu Ben, veux voir toi-même, ce qui se passe. sur certains sujets, je suis OK de ne pas, avoir d'opinion. OK. De me dire que, en tout cas, de prendre les informations, mais je vais pas aller défendre une cause qui n'est pas la mienne. Quand il va y avoir des discours insultants, de haine, ça, quoi qu'il en soit, on est tous d'accord, ça nous heurte tous dans notre humanité, donc là, il y a un Mmh. enjeu de réaction. Mmh. Mais sur les enjeux géopolitiques, en tout cas, en ce moment, sur plein d'éléments, j'ai pas les compétences et c'est OK. Ce qui veut pas dire que je veux pas, je veux si jamais un jour je me disais: «Je veux les compétences», j'irai chercher l'information, j'irai lire les penseurs, Mmh. j'irai rencontrer mais ça me prendrait énormément de temps. Ah oui, c'est Donc clair. toujours très étonné justement de tout le monde qui se De la positionne et rapidité, tout le monde qui sait. Moi, je suis OK de ne pas avoir d'opinion sur les 3 quarts des événements du monde. mais si on revient du coup sur des choses qui peuvent impacter toi, ton quotidien, si on revient par exemple sur cette histoire de vaccin, hein, par exemple, vu que ça c'était quand même un sujet, sur lequel on a dû prendre des décisions, comment tu te fais cette information? Comment tu sais quelle est la bonne chose, à faire pour ta vie? Quand je vais faire un vaccin, ça va pas être parce que je vais entendre un scientifique en parler à la télé, ça va pas être parce que j'ai lu toute la littérature, ça va être que parce que le médecin dont j'ai confiance, que je vois depuis plusieurs années, va me dire: «Là, dans votre situation, je vous recommande de le faire». Mmh. Parce que je vous connais et ça, c'est tout le drame de l'absence de médecin traitant, par exemple, dans la parole aujourd'hui médicale. C'est tout ce sujet de la relation. Mine de rien, quand on a quelqu'un avec qui on a construit quelque chose et qui nous oriente, au bout la confiance, elle n'est pas innée et elle se construit dans la relation. Et ça, c'est vraiment le point que je trouve important sur tous nos sujets, d'infobésité, et cetera, Mmh. aujourd'hui. Comment est-ce qu'on remet de la relation dans les liens entre les gens? Quand on se voit plusieurs fois, quand on connaît les biais de chacun, et cetera, c'est beaucoup plus simple oui, de se faire un avis éclairé Mmh. parce que c'est quelque chose qui se mûrit dans le lien. Ça ne veut pas dire que les gens vont être plus éclairés au Moyen Âge. Ça faisait le lit à plein de légendes et à plein Mmh. de fake news aussi qui devenaient des éléments du réel. Bah, oui, oui. Et pourquoi pas? Si ce récit commun-là, si des gens croient en la même chose et que ça leur fait du bien d'y croire, ce Mmh. qui peut être par exemple les religions, Oui. Bah, c'est tant que ça n'a fondé pas d'impact, nocif, exactement. on va dire, sur notre vie ou sur la vie d'autres personnes, bah, c'est peut-être là, parce C'est qu'il y a c'est des croyances qui peuvent être nocives pour nous aussi, on le voit notamment si on revient sur les sujets, scientifiques. Là, il y a plein de choses, on va dire de fake news scientifiques qui circulent, sur les réseaux, de personnes qui veulent aller vers des médecines plus alternatives et cetera et parfois ça se solde malheureusement par, bah, des drames en fait, des personnes qui ont pas été prises en charge, donc c'est là où il faut aussi mesurer, les croyances qui ont un impact ou pas sur, nos vies. je rejoins. C'est on a ce truc d'essayer de se chercher des maîtres. Ce qui peut enfin, on le voit bien dans les phénomènes sectaires. C'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui te dit qui te avec une pensée de système, voilà, te donne une lecture du monde.
C'est pour C'est pour ça que la notion de confiance, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette dérive-là, en fait. Si tu accordes toute ta confiance à une personne mal intentionnée, ça peut aussi te mener, malheureusement vers des choses, pas très bonnes pour toi ou pour les autres. complètement aligné. C'est pour ça que pour moi, il faut pas faire confiance. Non, être dans le doute, mais le doute méthodique est quelque chose qui me va. Et le fait de me dire que je n'ai pas d'avis sur plein de sujets, quand bien même il me concernerait, je dis pas que c'est une fin en soi. Le but est d'avoir de plus en plus d'avoir de la lucidité et être dans le discernement. Mmh. Ça, pour moi, est quelque chose d'important, d'essayer de discerner. Et comment tu discernes? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? En tout cas, moi, dans mon approche, si je veux me faire une idée sur quelque chose, j'ai besoin de passer du temps dans ce quelque chose, avec ce quelque chose. Si enfin, je le vois à l'échelle des organisations. À une époque de ma vie, j'étais consultant, où on arrivait avec des modèles déjà tout faits et on disait aux gens, faites ça, ça va marcher. Mmh. Sauf que toutes les organisations sont des organismes vivants Mmh. qui ont des interactions, des rétroactions avec d'autres organismes. Mmh. Et Donc le modèle n'est pas forcément pertinent, pour tous bah, les cette cas. phrase, tous les modèles sont faux, mais Mmh. certains sont utiles. Ouais. C'est tout le sujet de Durkheim, les idéotypes. On plaque toujours, c'est une manière de mettre des lunettes pour observer un phénomène. Mmh. La meilleure manière de se faire un avis sur le phénomène, c'est de le vivre, mine de rien. Donc oui, c'est Là une là, si approche on un peu rev là, si on revient empirique. sur le vaccin, du coup, tu te mets le vaccin et tu vois ce que ça donne? Non, sur le vaccin, je crois mon médecin OK, donc là et là, tu fais quand même confiance, parce que tu disais que tu étais dans une démarche, de doute, parce que je le vois depuis 5 ans et ouais. qu'il m'a toujours bien conseillé. Oui, donc c'est pas une confiance a priori, c'est une confiance construite, Puis ouais, c'est on construit. revient, bah, écoute, Comment je c'était hyper intéressant. On est parti, sur, plein de réflexions philosophiques. Moi, je recommande quand même, parce que mon idée avec cet épisode, encore une fois, c'est de donner quand même un petit outil d'analyse rapide, forcément simpliste et qui est pas suffisant en soi. Mais du coup, si on reprend un peu, voilà, sur, les types de preuves qu'on a évoqués, est-ce que toi, tu veux quand même, résumer un peu ce qu'on a dit? Ou sinon je propose moi, une bah, catégorisation, très rapide. moi, je vais résumer mon message. Vas-y, résume. Le doute méthodique, surtout, tout le temps, et de regarder les émetteurs d'informations selon se dire, la personne parle avec quel mode? Exactement. Est-ce qu'elle est en politique, en juridique, en mode parent, en mode influenceur? Et quelle est son intention dans sa Ouais, manière de me délivrer le message? tout à fait. Et après, au regard de ça, d'avancer comme on peut et de toute façon, on avancera toujours à l'aveugle. Ouais. Il y a toujours une part de non-rationalité dans nos choix et Mmh. c'est OK. Ça, c'est un autre outil, que je propose dans un autre, exercice, se poser les questions basiques, effectivement, quand on reçoit l'information. Là, tu parlais du qui, donc qui nous transmet l'information, pourquoi, aussi quelle est son intention, comment et cetera. C'est des questions un peu, de base, d'analyse aussi. Et là, du coup, sur les niveaux de preuve, moi, je proposais quand même une petite échelle forcément imparfaite, mais juste, voilà, pour quand même faire une petite, différence, donc entre ce qui pour moi relève, du niveau zéro, donc c'est la source non identifiée. C'était l'exemple de, j'ai lu quelque part, je me rappelle pas où, ou, voilà, quelqu'un me transmet une info mais ne sait pas, d'où elle sort cette info. Ça arrive aussi, hein, parfois on nous transmet des informations, non sourcées. Donc là, pour moi, en fait, juste, on considère pas ça comme une info. Enfin, tant qu'on n'a pas une autre, info un peu mieux identifiée, là, c'est niveau, voilà, 0. Ensuite, effectivement, la rumeur, donc là, qui peut être plus ou moins, sourcée, hein. Il peut y avoir, tu disais que ta boulangère, peut-être, était plus fiable qu'une autre personne qui transmettrait une rumeur. Effectivement, là, il peut y avoir ces notions-là, en fonction de la personne qu'on connaît et cetera. Ensuite, il y a la notion de ça, je t'ai pas donné d'exemple, là-dessus, mais ce serait, le témoignage, donc une personne qui, explique ce qu'elle aurait vécu ou toi-même justement une anecdote personnelle que tu aurais eue. Donc il y a effectivement, évidemment une valeur en soi, mais si on veut généraliser cette expérience-là, voilà, en sortir une conclusion plus générale, c'est là où ça peut, parfois, être plus risqué, on va dire. Donc ça suffit peut-être pas en soi aussi à conclure de manière plus générale. Ensuite on parlait des opinions. Là, je ferais, effectivement la différence entre une opinion non experte quand même et une opinion experte. Et là encore, enfin voilà, faut voir sur quoi se base cette opinion, quelles sont ses sources et cetera. Et ensuite, si on retourne sur, voilà la science,
On voit peut-être la différence entre une parole scientifique isolée, une publication scientifique et un consensus qui là serait, ce qu'on disait avec les méta-analyses, plein d'études qui convergent vers un état actuel des faits qui peut, comme tu disais, évoluer par la suite. Est-ce que ça te va comme petite, échelle, Elle est très, nuancier? elle est très pertinente. Bon, bah, super. Merci beaucoup Billy. C'était un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Merci pour l'invitation, Maya. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Kritik är basic, men